Bonjour et bienvenue de retour sur la chaîne Oak Island Research où on va continuer notre exploration de la carte de Zina. Je vais juste vérifier que c'est bien en train d'enregistrer. Ouais, c'est bon. Ok, donc on en était où au dernier épisode? Au dernier épisode, la dernière vidéo, je vous expliquais la façon très approximative dont j'étais arrivé à tracer les premières lignes sur cette carte et à me rendre compte, par pure coïncidence, au même moment, une personne que je ne connaissais pas mais qu'elle est devenue un grand ami, Michael, et sa chaîne Dot to Dot sur YouTube, arrivait lui aussi à un décodage similaire, à une représentation, une progression géométrique, et il était parti d'une autre source, et on s'en était arrêté là. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de utiliser maintenant cette carte avec les vrais indices, il y en a 3, qui nous permettent d'une part d'accrocher la carte sur l'île d'Oak Island et sur une photo Google Earth par exemple, et de la étendre pour la dimensionner. En effet, pour pouvoir correctement superposer deux cartes, il nous faut deux points d'ancrage, et pour l'axe et l'orientation, et puis une échelle pour la taille, ou 3 points. Avec 3 points, on arrive à dimensionner la carte pour qu'elle atterrisse parfaitement sur une autre carte. Donc on va voir ce qu'on nous propose comme indice, c'est comment on les a travaillés. Alors, c'est pas arrivé tout de suite, hein, ça, on a fait de l'engineering inversé, on a fait du tâtonnement, et on a enfin compris au bout d'un moment, quelques mois, la façon dont la carte nous instruisait, nous demandait de la faire travailler. Alors, c'est parti. Et ça vous allez voir, c'est pas mal. Ah, c'est pas la bonne vidéo, pardonnez-moi. Ça arrive. Je vous demande un instant. J'ai pas pris la bonne. Elle est là. C'est celle que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. Alexandrin et décryptage. Alors allons-y. Donc on parle bien de cette carte-là. Et on va voir qu'il y a 3 indices principaux qui vont nous permettre de la positionner et de la positionner à la bonne échelle. Donc j'en étais, lors de la dernière vidéo, je vous montrais ceci, qui était l'assemblage géométrique que j'avais trouvé, et je l'explique dans la dernière vidéo, et qui matchait et qui se superposait plutôt bien avec ce que Michael est en train de faire sur sa chaîne YouTube, alors qu'il ne travaillait pas avec cette carte, qu'il travaillait avec un autre élément qui était la pierre de 27 mètres, de 90 pieds. Et c'est comme ça qu'on est parti. Donc on va voir si ce que j'avais imaginé à l'époque avait un sens aujourd'hui sur ce qu'on a trouvé après. Une petite aparté préliminaire sur la langue des oiseaux. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette langue. C'est une langue très particulière. Elle n'existe qu'en français. J'en ai jamais trouvé de trace en anglais. Il y en a peut-être dans d'autres pays. Cette langue des oiseaux va nous aider puisque la carte est codée selon la langue des oiseaux. D'ailleurs, si on regarde bien, mais on va le voir un peu plus tard. Donc le message, et c'est ce message en haut à droite, ce cartouche, qui utilise une langue chiffrée du Moyen-Âge qui s'appelle la langue des oiseaux. Alors c'est quoi la langue des oiseaux? Vous voyez ici, en haut à droite, je ne l'ai pas vu tout de suite, ça a pris quelques semaines, où je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait un oiseau qui était dessiné ici. Alors voilà la tête de l'oiseau. Voilà le corps de l'oiseau, avec le dos, hein, le ventre ici. Et puis on voit ses pattes, qui on dirait qu'il est sur un fil. Et puis on voit sa queue qui est ici derrière. Donc c'est l'oiseau. Et d'ailleurs, je n'avais jamais remarqué jusqu'il y a 3-4 jours, mais dans François, on a le début du mot oiseau, O-I-S, François, oiseau, et ils ont positionné le pictogramme de l'oiseau juste après O-I-S, oiseau. Donc c'est vraiment, ça je ne l'avais pas vu, c'est vraiment, hein, j'ai trouvé il y a 3-4 jours ça. Donc un signe complémentaire. Donc vraiment on nous indique qu'il faut utiliser cette langue particulière. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette langue des oiseaux? C'était une langue qui était utilisée par les troubadours au Moyen-Âge. Alors rappelez-vous de vos cours d'histoire quand vous étiez en 6e ou en 5e sur les troubadours. Les troubadours chantaient les nouvelles du comté d'à côté ou du château d'à côté et venaient colporter la bonne nouvelle des derniers événements sur les comtés d'à côté ou même au niveau du pays et les guerres, etc. C'était Twitter avant Twitter. Et on le sait maintenant, c'était aussi des personnes qui relayaient des messages pour les espions des châteaux qu'ils visitaient, et dans leurs chansons qui racontaient les histoires, étaient codées phonétiquement d'autres indications,
que seul le récipiendaire, la personne qui savait le code, pouvait à l'intérieur de la chanson décoder des autres nouvelles cachées. Donc ça vient de là, et on trouve ça qu'en France, il n'y a pas de troubadour dans d'autres pays, et c'est vraiment une spécificité. Pourquoi? Parce que la langue française s'y prête énormément. On adore les jeux de mots, on fait beaucoup de blagues avec ça, les homonymies, les mots qui ont le même son, mais qui veulent dire des choses différentes. La langue française en est gavée, et ces troubadours l'utilisaient, donc c'est vraiment une langue qui est reconnue, documentée, sur la façon dont ils cachaient des messages à l'intérieur des chansons, en manipulant les sons et en manipulant les lettres. Je vous avais donné un exemple, les hôtels qui s'appellent au Lion d'Or, c'est au lit, on dort. C'est le même son, mais ça peut vouloir dire deux choses différentes, le lion d'or ou le lit où on dort. Pour un hôtel, c'est pas mal. Il y a la langue des oiseaux, moi je l'ai rencontrée la première fois quand j'étudiais l'énigme de Rennes-le-Château, il y a 15 ans environ, parce qu'il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Boudet, qui a publié à compte d'auteur un livre, et ce livre qui cherche à expliquer, alors accrochez-vous, que l'anglais est la mère de toutes les langues, et que toutes les langues du monde ont une racine qui est anglaise. Il faut quand même le sortir, ça. Je pense pas que les linguistes soient très d'accord. Et il est parti sur un livre de 300 pages, numéroté à l'envers, de la page 350 à la page 1. Je sais pas exactement les nombres de pages, c'est peut-être 280. Ça, je vous cite tout ça de mémoire. Et tout le livre est écrit en langue des oiseaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le lire au premier regard, parce que c'est débile ce qu'il raconte, mais tout est caché à l'intérieur. Et il y a des gens, ça fait 25 ans, qu'ils essayent de décoder ce livre, et on arrive, enfin, il y a des progrès, et on sait que c'est la langue des oiseaux, mais on n'a pas encore compris l'intégralité. En fait, ça cache des instructions pour aller retrouver quelque chose qui a trait avec Rennes-le-Château, la géométrie, etc. Donc c'est très célèbre et très connu dans le monde de Rennes-le-Château et des chercheurs de Rennes-le-Château. Et c'est vraiment une preuve. C'est un marqueur dans la langue des oiseaux, puisque le livre entier est écrit comme ça. Alors, on va revenir à Oak Island, et on va d'abord développer un concept qui est vraiment là, parce qu'il est recoupé plusieurs fois. C'est le concept de la croix de Nolan étendue. Alors, la croix de Nolan, comme je vous l'ai montré, qui a été découvert par Frédéric Nolan, qui habitait sur l'île, qui était arpenteur géomètre, il s'est rendu compte qu'il y avait des pierres dont le positionnement fabriquait une croix. Et cette personne s'appelait Frédéric Nolan, donc nous on appelle ça la croix de Nolan. Et elle n'a été révélée au grand public que en 1981. Et ça c'est très particulier parce que on va voir que le document qu'on étudie, qui est cette carte, va faire référence à la croix de Nolan. Alors de deux choses l'une, soit elle a été créée après 1981 par des gens qui ont voulu faire une blague et qui se sont servis de cette croix pour créer cette carte, mais à mon avis la carte elle est d'avant 1981. On avait établi dans la première vidéo que cette carte avait été créée après 1830 à cause du mot atterrissage, mais à mon avis elle est plutôt des années 1920-1910 à mon avis personnel. Donc, les personnes qui ont créé cette carte, je pense, alors que la croix de Nolan n'était pas connue du grand public, eux savaient qu'elle existait. Ou au moins avaient un document qui en parlait, même si eux ne savaient pas l'interpréter. Ce qui est aussi une possibilité. Hein. Ils avaient le document, ils n'ont pas réussi à le décoder, parce qu'il fait appel à la croix de Nolan, et qu'elle n'était pas découverte et rendue publique. Alors, cette croix de Nolan, elle est là, je vais vous la redessiner. Elle part d'en bas, hein, d'ici, et vraiment elle va un tout petit peu plus loin, pardon, elle va jusqu'à cône A. Là, voilà, elle est là. Et donc Frédéric Nolan, dont la maison, il habitait juste là, c'est son fils qui vit maintenant là, Tom Nolan, sur l'île. Et il avait remarqué, tout ce qui est cône là, c'est des énormes rochers de 3-4 tonnes. Celui qui est sur la plage, le cône C, est beaucoup plus gros que les autres, probablement 6 tonnes. Et il a mesuré, il s'est rendu compte que ça formait une forme de croix. Alors, les extrémités de la croix, elles sont là. 1, 2, 3, 4. Ici, on a ce qu'on appelle la headstone, puisque je vous rappelle qu'il n'y avait rien. Et Frédéric Nolan en a déduit qu'il devait y avoir quelque chose. Il a creusé et sous terre, c'est la seule qui est sous terre, à quelques 1 mètre, il a trouvé un énorme rocher comme les autres qui avait été volontairement enterré. C'était la headstone et elle avait la forme d'une tête, grossièrement. Et puis il y avait
aussi ici un cône de pierre, un énorme rocher. Donc on n'avait pas besoin du cône D. Celui-là, on n'en a pas besoin pour établir la croix. Il est là, il a une raison particulière. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si je prends la distance cône D jusqu'à la headstone, j'ai enlevé les autres, et que je la reporte, j'arrive sur un point qui s'appelle le 429. On l'a appelé, nous l'avons baptisé, Michael et moi. C'est le point d'extension 429. Pourquoi ? Parce que cette distance, c'est 429, celle que j'ai décidée. Donc celle-là, c'est 429 pieds américains, modernes. Et qu'on arrive sur une projection par miroir, hein, par rapport à cet axe cône C, cône B. Si on reporte ce cône D, on arrive à un point qui n'existe pas. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de rocher. C'est un point virtuel, mais c'est un point de construction. Et de même, si on prend le cône E, qui est l'extrémité de la croix, et qu'on fait un miroir et qu'on le projette, on arrive à ce point qui nous semble être très probablement le point qui s'appelle l'ancre nord, puisqu'elle est au nord de l'île. Et c'est une ancre parce que c'est un point d'ancrage. On va voir ça un petit peu plus loin, comment on s'en sert. Mais la première chose, c'est d'admettre que cette croix, il y a le cône D dont on n'avait pas besoin pour établir la croix, et que si on le balance de l'autre côté, on arrive au 429 extension point, le point d'extension, de 429 pieds. Et d'autre part, que si je peux faire un miroir de la croix, et j'arrive à ce point-là, de l'autre distance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la croix de Nolan étendue. Et vous allez voir la signification qu'elle a. Alors, ça veut dire qu'en termes de chercheur, ou de cacheur de trésors, ou de quoi que ce soit, il faut reconnaître qu'il y a bien une croix qui est dessinée, la croix de Nolan. Et deux, il faut concevoir, et ça c'est très souvent et très fréquent dans nos énigmes, que ce soit Rennes-le-Château ou Oak Island, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Il faut déduire des choses, et on ne va pas arrêter de devoir déduire des choses. Et c'est la même histoire dans toutes ces histoires de trésors où c'est un peu mystique, où il y a des traces, et ça sent un peu les Templiers, ça sent un peu les prêtres et les moines qui ont caché des choses, qui ont codé des choses, une société secrète, une connaissance secrète. Là, par exemple, typiquement, on va utiliser des points virtuels qui n'existent pas, autres que conceptuellement dans l'idée. Mais c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est les distances. Parce que la croix de Nolan étendue fait 2 fois la longueur de la branche principale, soit 1444 pieds. Et ça, vous allez voir l'importance que ça a. Donc là, c'est agrandi, hein, on le voit beaucoup mieux. Donc il y a un des cônes, il est sur la plage, c'est le plus gros. La maison de Monsieur Nolan où il habitait. Et puis, alors on en voit des cônes? Non, on n'en voit pas, hein, on n'arrive pas à en voir par la photo satellite. Si Michael, c'est Michael qui l'a dessiné, ce dessin, si il enlevait de Google Earth ces marqueurs, on verrait dans Google Earth qu'il y a bien un caillou et un rocher là. Les autres sont plutôt cachés par la forêt, on ne les voit pas, mais ils existent. Et pour vous avouer un petit secret, les coordonnées GPS de ces points nous ont été communiquées par les propriétaires de l'île directement, puisqu'on est rentré en contact avec eux et on leur a demandé, donc avec des GPS mobiles, hein, ils mettent le GPS, le boîtier de l'appareil sur le cône, et ils calculent les coordonnées GPS, et Michael les a reportées sur Google Earth. Donc on est sûr et certain de la position de ces points, à part, parce qu'on sait que Fred Nolan aurait déplacé un cône, donc c'est pour ça qu'on a des fois une approximation d'1 pied. Le truc, c'est que le cône, il fait quand même 1 mètre de diamètre, 1,50 m. Donc quand on prend la mesure, on le prend d'où? Du centre du cône, de l'extrémité du cône, d'une surface. Personne n'est sûr. Donc tout ça est estimé à 1 pied près, quoi, hein. Mais c'est dans les tolérances de ce qu'on a. Donc voilà cette croix de Nolan étendue. Alors revenons à notre carte. On voit ici sur la carte cette notion au milieu, hein, on parle de le atterrissage avec une belle faute de grammaire, faudrait l'apostrophe, et 1347. Alors, vous êtes français, ce qui m'arrange beaucoup, parce qu'aller essayer d'expliquer ça à des Américains, c'est compliqué. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, en français, on écrit bien qu'on est en 2000, on est en 2075, par exemple, 75, mais on dira jamais, on est en 1000, on est en 1997. D'accord? Donc en français, on zappe le 1 dans la mesure, il est silencieux, il n'existe pas dans la mesure où on n'a que 1000, 2000, 3000, 4000, oui, mais 1000, non. Le seul façon d'avoir une telle instruction, j'aurais dû faire une slide, j'ai fait une slide en anglais à l'époque, mais vous allez vite comprendre.
La seule endroit en français où on écrit les choses 1 1900 XXX, mais en fait on l'a trouvé, je l'ai trouvé, c'est les cartes IGN ou n'importe quelle carte et c'est une échelle. Comment on représente une échelle? On représente comme ça 1 1347. Ça veut dire que pour 1 cm sur la carte, j'ai 1347 cm en réel. Ça c'est une échelle de carte. Et ça se lit bien 1 1347. 1 cm pour 1347 cm. Donc, moi, j'ai très vite émis l'hypothèse que ce dont on parlait ici, c'était pas une date, contrairement à ce que mes amis américains pensent encore, mais c'est bien une échelle. Une échelle pour agrandir la carte à une certaine dimension. Et en fait, on était en cul-de-sac là-dessus. Moi, j'arrivais pas à avancer. Il n'y a rien qui correspond à 1347 mètres, 1347 pieds, 1347, il n'y a rien. Rien collé. Et c'est Michael qui a eu un coup de génie. J'ai dit, c'est quand même, fallait oser parce qu'il fallait le comprendre. En fait, en 1668, les Français modifient la taille du pied officiel en France. Alors, il y a des pieds anglais, il y a des pieds américains, il y a des pieds français à l'époque. Aujourd'hui, on est en système métrique depuis 1792, le système métrique. Mais avant, on utilisait des pieds. Et il y a eu un réajustement de la longueur du pied en France en 1668. Et avant 1668, le facteur de conversion entre un pied américain et un pied français, c'était 1,072. J'ai les chiffres là. En centimètres, en millimètres. Un pied US, c'est 326,569. Et un pied, donc ça c'est le US. Non, ça c'est le français, puisque Michael m'a fait la réflexion un jour, les Français avaient des grands pieds, alors qu'un pied US c'est 306... Pardon, 300... Qu'est-ce que moi j'ai écrit 304,8. D'accord? Le ratio de l'un sur l'autre, c'est 1,072. Donc en fait, Michael, quand il a commencé à faire les calculs, j'ai dit, mais tu me sors ça d'où? Il me dit, mais si, regarde, ça a été établi, la carte, elle a été établie et dimensionnée avec des dimensions d'avant 1668. Il suffit de lire. 1347, donc cette indication, c'est la longueur de headstone au cône E, je vais vous le montrer, multipliée par 2 lorsqu'elle est convertie en pieds français avec un facteur de 1,072. Autrement dit, 1347 pieds français anciens, c'est 1444 pieds américains modernes. C'est 2 fois la dimension de la croix de Nolan. 1444 pieds américains modernes qui sont mesurés avec Google Earth à droite, donc c'est du pied américain moderne. Et bien, converti en pied français d'avant 1668, ça donne 1347. C'est assez intéressant, c'est pas le seul endroit où on va l'utiliser, le 1347, c'est sa conversion en 1444 pieds, mais il y avait que Michael pour trouver un truc comme ça. J'aurais jamais imaginé que cette mesure, parce qu'on ne sait toujours pas de quand date la carte, mais on sait qu'elle date d'après 1830, donc elle date pas du tout de 1668. Néanmoins, les personnes qui ont codé cette carte, l'ont codée avec des unités françaises d'avant 1668, ce qui est particulier et ce qui peut porter à réflexion. Bien, continuons. Donc je vous l'ai remis là en gros, hein, les 1444. En fait, on parle de 1347 dans une autre unité de mesure. Donc on fait bien référence, cette carte fait bien référence à la croix de Nolan, c'est clair. Et la carte ne montre pas la croix de Nolan, hein. Si je remets la carte, ceci n'est pas la croix de Nolan, ni par ses dimensions, ni par son orientation, parce que ce n'est pas des angles droits, il y a un léger décalage en degrés. Donc la carte ne montre pas et ne parle pas de la croix de Nolan. Pourtant, elle va y faire référence régulièrement. Alors, machine à café qui va s'arrêter de faire un peu de bruit, excusez-moi. Voilà, donc c'est toujours dans ces systèmes de codage, c'est la même chose avec Rennes-le-Château. Ce qui est important, c'est ce qu'on ne voit pas, il faut le déduire. Donc voilà, ma croix de Nolan étendue, et la distance 1347 fait bien référence à cette croix de Nolan. Alors, allons-y dans les indices. Dans ce texte que je vais vous lire, 7 dessins pour Monsieur François Larochefoucauld, virgule, un petit verre. Pour moi, dès le début, je me suis dit, j'ai établi que, j'ai pris l'hypothèse que la phrase terminait là. Hein, il y a la signature, il y a le point, terminé.
Et il y a un autre mot ici qui ne fait pas partie de cette phrase, qui c'est d'aprenoustria, pour lequel on n'a jamais trouvé aucune signification. Et j'ai entendu des bizarres et des Américains qui me proposaient des... Mais si, ça veut dire d'apprendre de nous. Ben non, ça ne veut pas dire d'apprendre de nous. Non, pas du tout. Et on a toujours, d'ailleurs, le R est séparé, le IA va ensemble, le nous, bref, je cherche encore. Et le West, bah, c'est le West du cadran. Hein. Il y en a le cadran qui est comme ça, avec Ouest, Est, Sud, Nord. Donc ça vient du cadran et c'est une indication qui traîne. Mais focalisons-nous sur cette partie, cette phrase ici, et notamment sur la fin. Si je le lis, je peux lire 7 dessins pour Monsieur François La Rochefoucauld, un petit verre. Je peux aussi lire un petit VR. La lettre V qui erre dans le dessin. Et là, j'ai une lettre V qui erre quelque part. Donc, j'ai commencé à réfléchir en disant, là, il y a des multi-sons. Le mot vert en français, le son vert, peut venir de 7 mots différents. Et on me dit bien qu'il faut utiliser la langue des oiseaux. Donc il y a quelque chose dans la sonorité. Donc dans le cas précis et au début de mes études, il y avait donc le petit verre qu'on boit. On va boire un coup ensemble avec Monsieur François Rochefoucauld. Mais il y avait déjà l'histoire d'un V et une importance qui était montrée sur le V. On en a un là de V, il y en a d'autres dans la carte. Mais je n'avais pas compris, ni moi ni Michael, comment et à quoi ils servaient. Mais il met le doigt sur le fait qu'ils sont importants. Et ils ne sont pas là par hasard. Et puis, un dimanche après-midi, j'étais... alors c'était quoi? C'était 6 mois, 7 mois après qu'on ait fait les premières découvertes. Dimanche après-midi, j'étais en train de regarder la carte et j'avais mon amie, ma copine de l'époque. On n'est plus ensemble, mais c'est dommage, elle avait plein de bonnes idées. Et elle n'était absolument pas intéressée par cette histoire de Oak Island, de ce que je travaillais, ça la saoulait et tout. Mais elle voyait bien que j'étais concentré sur cette morceau de phrase. Et je vous jure que ce que je vous dis est vrai. Elle a regardé par-dessus mon épaule, elle m'a dit « Tu fais quoi ?» Je lui ai dit « Je suis en train de regarder ce morceau de texte parce que je pense qu'il y a des messages cachés et il y a des choses étranges dans la structure. » Et je vous jure que c'est vrai, elle regarde ça 5 secondes, 10 secondes. Elle se ravachit dans le canapé et elle me dit « C'est un alexandrin. » Et là, je suis devenu blanc. C'est un alexandrin. 7 dessins pour Monsieur François La Rochefoucauld. Un petit verre, ça fait 12 syllabes. Et 12 syllabes, c'est un alexandrin. Et un alexandrin, c'est un petit verre. Un alexandrin, c'est un petit verre. C'était la 3e fois dont on utilisait la structure verre ou petit verre pour décrire encore autre chose. Dans ce cas-là, un alexandrin, donc un verre. Là, ça a fait boum dans ma tête. Parce que là, ça faisait 3 coïncidences, voire 4. Parce que, sachez, je ne vous l'ai pas dit, la langue des oiseaux, ça s'appelle aussi la langue verte. Donc, j'avais une structure à 26 lettres ici. 7 dessins pour Monsieur François La Rochefoucauld. Là, la première partie, pardon, ça s'arrête là. Et bien, il y a 12 syllabes et c'est un alexandrin. C'est donc un petit verre. En fait, il nous le dit littéralement. 7 dessins pour Monsieur François La Rochefoucauld, bah c'est quoi? Bah c'est un petit verre puisque c'est un alexandrin. Mais c'est pas un verre qu'on boit et c'est pas un V qui erre. C'est une 3e façon de lire la phrase. Et moi, je trouve ça magnifique, personnellement. J'adore les mots croisés, les énigmes. Je trouve que cette structure est magnifique. C'est un alexandrin. C'est une rime de 12 syllabes. C'est donc un petit verre. Et donc, dans cette phrase, voilà tous les sons et les mots qui connectent à verre. Donc, un ver de terre. Et là, je ne l'ai pas, apparemment. On ne parle pas de ver de terre. J'ai vers de la poésie, donc une rime. Oui, bah, c'est le vers de l'alexandrin. J'ai vers qui me donne la localisation. Cette chose est vers cette chose-là. Je ne pense pas que ça soit le cas, à moins qu'on me parle de vers d'aprenoustria, et que d'aprenoustria c'est une destination, mais qui est encore à étudier. Il y a le verre à boire, puisque c'est la première façon dont on le lit, c'est de boire un petit verre. Il y a la couleur verte, vert, qui ferait référence à la langue des oiseaux, le langage vert. Il y a vert, comme dans Cendrillon, la pantoufle de verre, mais je ne pense pas que ça soit applicable ici. Et il y a enfin le petit V qui erre, le VR. C'est particulier quand même, hein, mais là, il y en a trop. Je pense vraiment qu'on est sur la bonne piste et qu'ils nous font travailler, l'auteur nous fait travailler sur les sons liés à verre et l'importance du V de verre, du V qui erre. Ça confortait notre idée que il fallait tirer une ligne de verre, d'ailleurs qui est exactement alignée avec la tête de l'oiseau et qui arrive en plein milieu au cadran. Et en effet, cet indice numéro 1, c'est celui-là, c'est cette ligne qui est ici, hein, qui est retracée.
Et on va voir plus tard que c'est une colonne vertébrale du positionnement de la carte sur une image Google Earth de Oak Island, par exemple. Donc ça, c'était le premier indice. Alors, quand on a travaillé, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais comment utiliser cette ligne verte? Ça, c'est Michael qui, en fait, s'est rendu compte. Donc là, voilà, hein, la ligne rouge. Si on la met à l'horizontale est-ouest, et si on la continue et qu'on la positionne à un certain endroit, on voit que sur Round Island, l'île ronde qui est juste derrière Oak Island, il disait ça passe en plein milieu, c'est quand même particulier, et tout s'aligne, on va voir les alignements avec les autres indices, et ça passe en plein milieu de l'île. Et en fait, il a même fait une vidéo, parce qu'il a compris 6 mois plus tard, si on zoome avec des vidéos de très haute qualité, on voit qu'il y a des rochers qui sont positionnés réellement, alors ils sont comme ça, ils forment un V, et ils forment un V réel de rocher. J'essaierai de vous montrer une image de ces vidéos la prochaine fois, où on a un vrai zoom en haute définition, et on voit ces rochers de plusieurs tonnes qui n'ont pas dû bouger depuis des dizaines, voire des centaines d'années, qui forment exactement, en fait, ils forment un V comme ça, avec 1, 2, 3, et la ligne passe exactement par cela, le même V qui est dessiné sur la carte dans l'autre sens. Quand il me l'a montré, j'ai dit c'est trop beau pour être vrai, puis après en réfléchissant, je me suis dit, même si des gens ont mis ces rochers là intentionnellement récemment, c'est quand même une sacrée coïncidence. Donc voilà le positionnement de cette ligne rouge, mais on va y revenir, parce que vous devez normalement pas être convaincu que cette ligne se positionne est-ouest à cet endroit-là. Il va falloir d'autres indices pour nous le montrer. Néanmoins, la façon dont Michael l'avait positionné à la taille, mais on va voir pourquoi il l'a mis à cette taille-là, on remarque que cette extrémité du cadran, là, celle-là, là, alors c'est rouge sur rouge, ça va pas vous aider, mais celle-ci, voilà, elle coïncide directement avec le cône de la croix de Nolan qui est tout en haut, et ça forme un angle qui va aller attaquer directement et exactement le Money Pit tel qu'il est connu aujourd'hui, et qui se situe exactement là. Donc à l'époque, c'était très prometteur, mais ça restait que des coïncidences et des placements. Alors il nous fallait d'autres confirmations. Toujours dans le second indice, dans la carte, c'est cette énorme erreur sur petite. Alors on va reprendre. Ici en haut, vous avez un petit vert. Non, c'est un petit vert. Vous avez 7 dessins. Non, c'est ce dessin. Donc là, il y a 2 fautes majeures de syntaxe et de grammaire qui ne devraient pas y être. Mais on va voir que ce n'est pas des fautes, c'est des indices. Vous voyez petite comment il est structuré? Il est à peu près bien écrit, sauf qu'il y a un E très prononcé qui a été rajouté ici, qui n'a pas besoin. Et le I, alors le I, il est particulier. Est-ce qu'on dirait vraiment que c'est pas un I, c'est un rectangle ou une ligne qui coupe entre les deux T. Donc petite est mal orthographié. Ça devrait être grammaticalement dans le contexte petit. Et on voit que le I découpe les deux séquences de lettres, ET d'un côté et TE de l'autre. Et en fait, c'est découpé. Comme si on nous disait, faites une section, tirez une ligne. Le 7 est lui aussi mal orthographié, puisque ça devrait être ce dessin. Et je retrouve ma structure TTE qui a été rajoutée. Normalement, c'est ce dessin. L'auteur a écrit 7 dessins en rajoutant la chaîne de caractères TTE. C'est étonnant, parce que c'est la même que je retrouve dans petite. Il y a le I qui est au milieu à séparer, mais sinon j'ai un TTE. C'est les deux seuls mots de toute la carte qui ont ces structures de TTE ou ETTE. Ce sont les deux seuls, ET, TE. ET, TE. Il n'y a rien d'autre sur la carte qui correspond à ça. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. 7 et atterrissage, c'est le deuxième mot. Atterrissage, il a aussi la structure TTE. 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 Tracer une ligne entre les deux T et la suite, on va la voir ensemble. D'accord? Donc on voit bien la structure TTE, TTE. Et c'est les deux seuls mots de la carte qui ont ces structures. Et celui-là a une faute d'orthographe majeure. Et celui-là devrait avoir une apostrophe. Il y a une faute de grammaire. Et celui-ci, il y a une faute de grammaire avec le E. Et il y a une emphase sur le I. C'est quand même particulier. Donc on voit bien qu'il y a un appel. Le petit appelle ces deux mots finalement. Et il nous dit quoi? Il nous dit, là vous avez TT, vous tirez une ligne. Et cette ligne, vous la faites rejoindre où? Vous la faites rejoindre avec le E à quelque chose à jouer, du TTE. Le E à quelque chose, et on voit que A, il est accroché à T, qui est accroché à T, et là, le E, il est tout seul. Le E, il se balade tout seul.
Donc en fait, on nous demande de tirer cette ligne ici avec E. Alors voyons voir ce que ça fait. Je vais enlever ça, pardon. Quand on tire cette ligne donc qui coupe TT, on voit d'abord qu'elle flirte avec le R, c'est intéressant. Elle flirte avec le D, et ça reprend mon idée originale. Mon idée originale, c'était, punaise, mais j'ai un alignement là. Eh bien, j'avais pas le bon angle, et j'avais pas la bonne approche, mais j'étais pas loin. En fait, l'indice ici m'explique comment je dois travailler cette 7. Et de l'autre côté, ben, comme on me le dit ici, le E est en grisé sur une structure TTE. Donc premièrement, je coupe entre les deux T. Je coupe entre les deux T, c'est en haut. Et après, je relie jusqu'au... Qu'est-ce qu'il y a encore une structure TTE avec le E? Ben, TTE et le E est séparé. Donc pour nous, la ligne verte arrive et est positionnée comme ça. Et notez qu'elle intersecte cette ligne de 1347 à ce point-ci. Et ce point est très très important au final. On l'a même baptisé, on l'a appelé le set point, parce que ce point a été déterminé par une ligne qui sort du mot set. Et vous verrez sur des images que j'ai prises à Michael, il appelle ce point le set point. Il est très important dans notre structure géométrique. Donc ça, c'était l'indice numéro 2. Et l'indice numéro 3, alors, on sait que 1444 pieds équivaut 1347 anciens pieds d'avant 1668. Eh bien, cette distance, qui est notre échelle finalement, pour pouvoir étirer la carte, eh bien, on va se rendre compte que si je prends le point qu'on vient de déterminer avec la set line et cet indice, et que je relie ou que je étends la carte de telle sorte que la carte ait cette position par rapport à la carte de Google Earth, eh bien, la distance, ça c'est le extension point, qui est un point virtuel. Hein, je vous rappelle, cette distance correspond à cette distance. Eh bien, on se rend compte que 1444 pieds, puisqu'on peut mesurer Google Earth, quand on positionne la carte exactement comme ça, ça correspond à la distance en bleu. Et la ligne verte de 7 coïncide et passe par le rocher qui est sur la plage, le cône C. Et c'est les premiers placements. Ce qui est très intéressant, c'est que cette ligne bleue, alors là, vous avez le modèle complet, hein, ça c'est le modèle final. C'est-à-dire qu'on aligne la carte par deux alignements. Un qui est cette ligne verte qui touche la bord gauche de la croix de Nolan. Deux, c'est la ligne vert, on l'appelle la vert line, qui va jusqu'à l'île à gauche de Round Island et qui passe exactement par un V qui est en plein milieu de l'île fait par des rochers. D'autre part, pour la taille, eh ben, on s'est aperçu que cette distance à cette distance doit faire 1444. Voilà comment on dimensionne. Et maintenant, j'ai tout. J'ai deux lignes. J'avais même pas besoin de l'échelle. Une fois que j'ai deux lignes, j'ai une multitude de points à aligner. Et c'est la seule solution qui fonctionne. Et qui, alors là, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Quand Michael m'a montré ça la première fois, je dis, bah dis donc, pas mal ça. Si je prolonge cette ligne, si je la prolonge, elle arrive où ? Elle arrive sur Frog Island, l'île Grenouille, et elle n'arrive pas n'importe où. Elle arrive exactement là où le dessin nous dit qu'elle doit arriver. Elle doit partir de là, et c'est celle-là qui nous demande de tracer, et c'est pas une coïncidence. Il nous montre le point de départ. Il nous montre le point de départ pour aller chercher, et ce qui est remarquable, c'est que cette ligne fait exactement 80 degrés, et non pas 90, par rapport au nord géographique, True North. Donc ça, c'était un réconfort, une espèce de preuve supplémentaire, et les gens qui jouent avec les langues des oiseaux adorent ça, de nous dire, ben voilà, on vérifie, et on vous dit que vous avez bien trouvé le truc, puisque non seulement vous avez décodé les deux indices principaux, vous avez compris la distance, et quand vous positionnez tout ça au-dessus de la carte, je vous donne un point de vérification, et ce point de vérification, c'est que si vous continuez cette ligne-là qui passe par la croix de Nolan, et ben vous arrivez à faire quoi? Vous arrivez exactement à ce dessin que je vous ai montré. Et ça, ayant travaillé avec des documents de Rennes-le-Château et maintenant pas mal d'Oak Island, ça c'est vraiment par les codeurs de cartes et les crypteurs adorent laisser des jalons de vous êtes sur la bonne voie. Vous avez compris où on voulait vous amener. Donc ça, on a été très rassurés. Et en même temps, alors c'est pas d'une précision diabolique, mais on voit bien que c'est le bon endroit. Hein. Ça arrive bien où ça devrait, et c'est très important pour la suite des événements. Notamment quand on se rend compte
Alors, notamment quand on se rend compte, je vous le refais dans une minute. Michael a aussi trouvé ça. Quand on prend la distance de cette ligne 7, hein, maintenant qu'on a positionné la carte correctement, et qui va à ce point-là, c'est la distance en bleu, 1444 pieds ou 1347 anciens pieds, et bien c'est la même distance qu'on trouve une fois qu'on a positionné la carte sur le centre du cadran, par lequel passe notre ligne rouge. Et c'est encore une preuve quelque part qu'on a bien positionné la carte correctement à la bonne distance, parce que sinon, la probabilité qu'on tire un cercle, c'est le cercle bleu là, hein, dont le centre est 7 points et le rayon est 1444 pieds modernes, la probabilité que ça passe encore une fois par ce dessin qui appartient au plan était nulle. Hein. Ça a été voulu, ça a été construit. Et on a appelé ce point la hamp, ça sera dans la vidéo prochaine, qui nous explique depuis 3 documents différents qu'on parle bien de la même chose et que c'est la hamp. Et c'est représenté par ce cadran. Donc ça, c'était aussi une preuve complémentaire qu'on avait bien positionné la carte. Pour arriver à cet effet, pour arriver à cet effet, il n'y a que cette position qui marche et qui me permet d'avoir la hamp, le point là et ce point là, équidistant du point qu'on venait de fabriquer, 7 points, grâce à l'indice en vert. Donc voilà où on en était. Alors ça s'est pas fait en 2 jours tout ça, hein, ça s'est fait en 1 an, hein, le temps de comprendre, d'ingénérer, de réingénérer, de vérifier qu'il y avait plusieurs points qui se recoupaient, etc., etc. Alors, du coup, au final, voilà le modèle final. Donc, on a établi la ligne verte avec l'indice de 7, enfin c'est petite qui nous donne qu'il faut relier 7 à atterrissage. On a la ligne rouge qui est une ligne à 90 degrés est-ouest. Ah, ça, ils adorent Rennes-le-Château, les Templiers, tout ce qui est est-ouest, équinoxe. Ça, c'est des points de référence classiques hein, dans leur monde. Donc, c'est la ligne est-ouest qui passe par le milieu de Rand Island et ses pierres. On a déterminé 1347 pieds convertis 1444, qui est notamment la longueur de la croix de Nolan étendue. Hein, on est d'accord? Et cette longueur de croix de Nolan étendue, elle est aussi reportée ici. Hein, c'est la même distance. Et cette même distance nous permet de recouper le point de la rampe qui est ici. Ensuite, une fois que la carte est positionnée correctement, on se rend compte que la barque qui est en bas, quand on trace son axe, on rencontre le cône du milieu, le fameux cône intermédiaire dont on n'avait pas besoin pour tracer la croix, mais on a bien un boulder, un rocher ici, et on se rend compte qu'il y a vraiment un alignement. Je reviendrai sur cette zone dans la prochaine vidéo. Et alors le comble, alors là le comble du comble, c'est que non seulement on a 1044 pieds sur cette distance, mais comme je vous l'ai montré, si on continue cette ligne, on arrive à l'atterrissage, et bien devinez quoi, la longueur jaune, c'est 1044 yards. Un yard, c'est 0,91 cm, c'est pratiquement 1 mètre. Moi, quand j'y vais en Amérique, je me servais tout le temps des yards parce qu'il n'y avait pas besoin de faire de conversion. On dit un Américain, c'est à 200 yards. Moi, dans ma tête, c'est 200 mètres. Dans sa tête, c'est 200 yards. On est bon à 10 mètres près. Donc, ce qui est particulier, c'est que là... Alors ça, c'est vraiment... C'est pas une coïncidence, hein, c'était voulu. C'est que cette distance fait 1444 pieds, quand cette distance fait 1444 yards. Et ça, c'est bluffant quand même. C'est la même ligne et ça arrive là où on doit le faire arriver. Ça, on l'a découvert après. C'est Michael qui joue beaucoup avec Google Earth et qui s'est rendu compte des semaines après, on était sur notre coup du positionnement et de la taille de la carte et comment la mettre. Bien plus tard, il a mesuré le truc et lui c'est un Américain, il mesure en pied en premier, mais il a cherché une autre conversion, il s'est rendu compte que c'est 1444 yards et je crois qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires de la vidéo qui l'avait un peu poussé à réfléchir comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Ben moi, là je suis en conflit, ou pas en conflit, c'est un peu fort, en débat avec Michael sur mon poisson. Rappelez-vous, moi j'avais attaqué le problème avec une série d'énigmes qui m'amenait au poisson et à relier le poisson avec l'encre de S. Et je l'avais relié initialement au bout de l'encre, et puis au bout de l'encre, le poisson on prend dans la bouche. Mais non, il nous dit bien le trou. Et j'ai juste récemment, aujourd'hui, j'ai retravaillé la chose, aujourd'hui, et j'ai refait coïncider sur l'encre. Quel point sur l'encre je dois attraper le poisson? Je me suis dit, on va prendre le même que l'énigme qui nous donne en petite. Et donc ça va être le même point que le point duquel est issue la ligne verte. Et en fait, quand je fais ça, et que je respecte le fait que j'attrape le trou sous la trappe, attrape le trou, et je me connecte avec l'encre à l'endroit où on me demande de connecter par l'autre indice, eh bien ce point d'intersection ici, ce point d'intersection, Michael ne l'avait pas représenté à l'époque, mais je l'ai calculé aujourd'hui, c'est exactement l'extension qui fait que cette distance, c'est cette distance.
Donc c'est la croix de Nolan étendue, ceci faisant 1444 pieds. Encore une fois, c'est le double de la longueur de base ici. C'est le double de ça, hein, je le reporte une deuxième fois. Et j'arrive exactement sur ce point d'intersection qui est l'extension. Pardon, l'extension, excusez-moi, il est là. Hein, on ne l'a pas tracé, mais il est là. J'ai vérifié, hein, c'est les mêmes mesures. Donc je crois encore à mon histoire de poisson. Je l'avais mal positionné au début, mais moi je continue à dire que... Et puis le jeu d'énigmes est trop beau, je l'adore tellement. Alors il y est pas. S'il y est pas, on n'a jamais trouvé à quoi servait le poisson. Et pourtant, on voit bien qu'il y a un... J'y reviendrai peut-être, mais on voit bien qu'il y a une flèche, il y a un vecteur là sur son dos. Il sert à quelque chose, mais on n'est pas encore sûr de quoi. Donc voilà, maintenant on a positionné la carte. Alors on est sur notre coup parce que maintenant ça fait 1 an et demi qu'on l'a mise comme ça. Et ça nous a permis derrière de recalculer des choses, de reprouver des points. Il y a des arpenteurs qui ont fait des plans, notamment autour du Money Pit là à droite, très précis. Et quand on les superpose, on a énormément de recoupements de lignes directionnelles, de points et autres. Donc on est vraiment très confiant sur le fait que c'est ce que l'auteur voulait qu'on fasse. Et c'est ainsi qu'on doit la positionner. Vous me direz, à l'époque, il n'y avait pas Google Earth. C'est vrai, on a des moyens techniques maintenant qui nous permettent de travailler rapidement. Mais ça nous conforte encore plus dans l'idée qu'il y a une connaissance secrète qui est la croix de Nolan et sa disposition. Parce que vous voyez que la carte, elle tape dans la croix de Nolan de tous les côtés. Hein, sur les dimensions, sur les points, sur les intersections, sur le fait que le bateau, il est issu du cône D, etc. Donc la croix de Nolan, c'est vraiment ce qu'il faut... Enfin, on n'en a pas besoin pour poser la carte à la bonne dimension, mais on se rend compte qu'elle parle à la croix de Nolan en permanence. Et cette croix de Nolan est essentielle dans la suite de la géométrie. Donc on est sur notre coup. Ça s'est pas remis en question. La méthode, après il y a toujours des gens qui me diront que ceci ou cela, mais on est à peu près sur notre coup. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine, c'est de se poser la question, à quoi ça sert? Maintenant que j'ai fait ça, je suis bien avancé avec cette carte. À quoi ça sert? Eh bien, on va voir qu'une fois que cette carte était positionnée telle qu'elle, je vais reprendre une image de la carte dans son intégralité qu'on ne doit pas avoir trop loin, voilà. Donc, ceci et ceci nous ont permis de positionner correctement la carte à la bonne échelle. Et on verra dans la prochaine vidéo, ça va nous permettre de déterminer en coordonnées mathématiques chacun de ces points. Je vais vous expliquer comment. Et surtout, dans la prochaine vidéo, on va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de positionner ces points? À quoi ils me servent? C'est quoi le trou sous la trappe? C'est quoi la soupape? Et ça sert à quoi? Pourquoi on me parle d'un bassin ou d'un barrage? Il n'y a pas de bassin, il n'y a pas de barrage sur l'île, a priori. Pourquoi on me parle des ancres? Ah, encre, vous avez vu, on a commencé à taper dans l'encre. Le poisson, il est connecté à l'encre. Et je vous ai dit, l'encre, c'est un rocher qui est sur l'extension virtuelle de la croix. Donc la prochaine vidéo, on va regarder d'autres documents que cette carte, parce qu'il y en a d'autres qui sont très intéressants. On va expliquer qu'est-ce que sont tous ces marqueurs, d'accord? Et on va commencer à regarder, peut-être dans une future vidéo encore après, comment la carte nous permet de déterminer la position précise de chacun de ces marqueurs. Voilà, donc je vais juste conclure cette vidéo avec vous. Donc on a fini sur ce morceau-là. Hein, et ça n'a pas bougé depuis 2 ans. C'est verrouillé, on s'en sert tous les jours. Et si vous verrez le nombre de marqueurs que Michael a dans son Google Earth, c'est même lui maintenant, il s'y paume tellement il en a. Il doit avoir 200 ou 300 points de référence travaillés après cette superposition de cartes. Donc ça, on est super confiant. Souscrivez-vous si vous le voulez. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui adorent voir ces vidéos. Vraiment, ces analyses, personne ne les a fait. Hein. Vous ne les trouverez pas ailleurs. C'est vraiment de la recherche qu'on vous partage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est là. Est-ce que c'est un hoax? On s'en fout. On a décidé. Parce que même si c'est un hoax, la personne qui a fait le hoax en sait plus sur l'île que n'importe qui de connu du show, de Michael, de moi. Donc il y a vraiment des choses dans cette carte qui demandaient une connaissance de l'île que nous, on n'a pas puisqu'on découvre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous parlez anglais, à aller voir son canal. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup de vous intéresser à cette chaîne. Au revoir et à bientôt.